Alors, on va s'intéresser à une histoire assez folle, celle d'un lien secret qui unit la Suède et une petite région de Belgique, la Wallonie. C'est une histoire de savoir-faire, d'ambition et surtout d'une migration qui a littéralement, oui, littéralement, forgé une nation. Voilà la question centrale. Elle est simple, mais franchement, elle est déroutante. Comment un savoir-faire né dans les vallées de la Meuse a pu devenir le moteur de l'une des plus grandes puissances militaires et industrielles du XVIIe siècle? C'est dingue quand on y pense. Et la réponse, croyez-moi, va bien au-delà de ce qu'on pourrait imaginer. Alors pour qu'on saisisse bien l'ampleur du truc, il y a un chiffre, juste un. 1 million. C'est le nombre de Suédois qui, aujourd'hui, revendiquent une ascendance wallonne. Attendez, 1 million, c'est presque un dixième de la population du pays. C'est une empreinte, c'est absolument massif, et tout ça laissé par quelques milliers de migrants partis il y a 400 ans. C'est fou. Mais ce n'est pas juste une question de généalogie, c'est bien plus que ça, c'est une question de prestige. Écoutez bien cette phrase, elle est incroyable. En Suède, tout le monde souhaite avoir des origines wallonnes. C'est plus chic que de dire qu'on est noble. C'est devenu un véritable marqueur social, un symbole d'intelligence, de raffinement. Ça fait complètement partie de l'imaginaire collectif là-bas. Bon, pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut faire un petit voyage dans le temps. Retour au début des années 1600. Et le contexte, il est explosif. L'Europe est littéralement à feu et à sang, c'est la guerre de 30 ans. Et au milieu de ce chaos, une situation économique et technologique complètement unique se met en place. Ce qu'on pourrait appeler une véritable tempête parfaite. Et là, la situation, c'est un jeu de contraste absolument parfait. D'un côté, on a la Wallonie. C'est, pour faire simple, la Silicon Valley du fer de l'époque. Ils ont la meilleure technologie au monde, la fameuse méthode wallonne, sauf que la région est dévastée par la guerre et ces super ouvriers spécialisés, ils sont au chômage. Et de l'autre côté, la Suède, un pays avec des ambitions gigantesques, un minerai de fer d'une pureté incroyable, mais pas le savoir-faire pour le transformer. Vous voyez le tableau? Le décor est planté. Il ne manque plus qu'une seule personne pour connecter les deux. Et cette personne, cet architecte, ce n'est ni un roi, ni un général. Non, c'est un homme d'affaires, un visionnaire, Louis de Geer. Louis de Geer donc. Né à Liège, c'est l'incarnation du capitaliste moderne, mais bien avant l'heure. Il est installé à Amsterdam, la plaque tournante du commerce mondial à l'époque. Et là, il a une vision. Il comprend tout. La Suède a les ressources, la Wallonie a le talent. Son job, organiser la rencontre. Et il va le faire avec un tel génie qu'on le surnomme encore aujourd'hui le père de l'industrie suédoise. Rien que ça. Alors, sa stratégie, elle est juste brillante, vraiment. D'abord, il est malin. Il s'associe avec des pionniers qui sont déjà en Suède. Ensuite, il devient banquier. Il prête de l'argent au roi de Suède et devient son fournisseur d'armes numéro 1. Et là, le coup de maître. Quand le roi ne peut pas rembourser, De Geer récupère les mines en guise de paiement. Et voilà. Le point crucial, il est là. Il contrôle la matière première, il ne lui manque plus que la main-d'œuvre. Et où va-t-il la chercher? En Wallonie, bien sûr. Le succès sera tellement énorme qu'il finira naturalisé suédois et même anobli. Alors ça, c'est le côté business. Mais ce qui est fascinant, c'est l'aspect humain de cette aventure. Comment est-ce qu'on déplace des milliers de familles comme ça? Et surtout, qu'est-ce qu'ils ont créé une fois là-bas? Alors attention, il faut tout de suite oublier l'image d'une fuite désorganisée de gens qui partent avec leurs baluchons. Pas du tout. C'était une migration hyper planifiée, presque une opération de ressources humaines à grande échelle. Des agents ouvraient de vrais bureaux de recrutement, ils ciblaient les meilleurs profils, les plus compétents, et leur faisaient signer des contrats en bonne et due forme, souvent à l'étranger pour rester discrets. Et le top du top, tout était pris en charge, y compris le voyage pour toute la famille. Et on a un exemple concret, c'est ça qui est génial. Le contrat d'un certain Jacques Potéuc en 1636. On y dit quoi? Durée 3 ans, salaire fixe 180 florins, voyage, aller-retour payé, logement et nourriture fournis. C'est un vrai contrat de travail moderne. C'est un engagement super clair qui offrait une sécurité, mais une sécurité incroyable pour l'époque. En échange, évidemment, il fallait rester pour la durée prévue. Et une fois en Suède, ces Wallons ne se sont pas dispersés. Non, ils ont vécu et travaillé dans des communautés très spéciales, qu'on appelle les Wallonbruck. Il faut bien comprendre ce que c'est. C'est beaucoup plus qu'une simple usine. C'était un véritable village écosystème complètement autosuffisant et entièrement construit autour du travail du fer. Et c'est là que ça devient complètement dingue. Le modèle social à l'intérieur de ces Wallonbruck, c'est stupéfiant. On parle de quoi? D'un salaire garanti, même en cas de maladie, de pension de vieillesse, d'allocation pour les veuves, de logement gratuit, d'une école gratuite et obligatoire pour tous les enfants, garçons et filles, ce qui était totalement révolutionnaire pour l'époque. On ajoute à ça la liberté de culte, et même, c'est légendaire, un bain hebdomadaire obligatoire pour l'hygiène. Franchement, beaucoup d'historiens y voient déjà les toutes premières bases du fameux modèle social suédois. Et les résultats de tout ça, de cette migration si bien organisée et de ce modèle social unique, un impact profond, durable, qui a transformé la Suède pour toujours.
Et attention, ce n'est pas une histoire qui a duré 10 ans. Non, l'impact a été immédiat et il s'est vraiment inscrit dans la durée. Dès les premières décennies, l'effet économique est monstrueux. Ensuite, pendant des siècles, ces communautés ont préservé leur culture, leur langue. Et même bien plus tard, quand les forges ont commencé à fermer, l'héritage était tellement fort qu'une association a été créée juste pour le préserver. Et aujourd'hui encore, les liens existent. Pour parler chiffres, l'impact économique est juste vertigineux. En 30 ans à peine, la production de fer suédois a plus que triplé. On est passé de moins de 6 000 tonnes à 17 500 tonnes par an. C'est cette explosion de production, entièrement due à la technologie wallonne, qui a financé l'expansion militaire de la Suède et qui l'a propulsée au rang de grande puissance européenne. Mais l'héritage va bien au-delà de l'économie. Il est littéralement inscrit dans le paysage et dans l'identité suédoise. Aujourd'hui, plus de 600 noms de familles qui sonnent bien wallons sont devenus des noms suédois tout à fait courants. Et beaucoup de ces villages forges, les fameux Wallonbrück, eh bien ils existent toujours. Ce sont des sites historiques magnifiquement préservés, des témoins de cette aventure incroyable. Et là, on arrive au paradoxe final, celui qui nous ramène à la question du tout début. Comment une histoire aussi fondatrice, aussi importante pour la Suède, a-t-elle pu être presque totalement effacée de la mémoire en Wallonie ? L'historien Luc Courtois le résume parfaitement. Il dit que pour un Wallon d'aujourd'hui, cette histoire est une surprise totale. Le souvenir de ces milliers de départs, il s'est tout simplement évaporé avec le temps. C'est comme s'il n'avait jamais existé. Du côté de la Suède, la raison est en fait assez simple. Si la mémoire est si vive, c'est parce que c'est une histoire de succès, une vraie success story. L'arrivée des Wallons, c'est un chapitre clé de la construction de la nation suédoise moderne. C'est l'exemple parfait d'une immigration réussie, d'un transfert de technologie qui a tout changé. Bref, c'est une histoire positive qu'on enseigne à l'école. C'est devenu un mythe fondateur. Et en Wallonie, eh bien, le contexte est radicalement différent. Après le départ de ces experts, la région a continué à être un champ de bataille européen pendant des siècles. Et puis, au XXe siècle, c'est le déclin industriel, les crises économiques. Dans ce contexte beaucoup plus sombre, forcément, le souvenir d'un âge d'or où le savoir-faire local s'exportait avec un tel succès, eh bien, il a été éclipsé par des récits de difficultés. La mémoire, on le voit bien, est très sélective. Et au final, cette histoire de double mémoire, elle pose une question essentielle, qui nous dépasse un peu tous. Qu'est-ce qui fait qu'une histoire est retenue, qu'elle est célébrée, qu'elle est transformée en mythe, alors qu'une autre, tout aussi vraie, tout aussi importante, peut tout simplement disparaître de la conscience collective ? C'est peut-être la preuve que l'histoire, ce n'est pas seulement ce qui s'est passé, mais surtout ce que l'on choisit de se raconter.